Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 24 décembre 2022, dont voici le sommaire. Le manque d'équipement dans les centres de santé qui traitent les personnes séropositives partout au Burundi inquiète les associations qui s'occupent des personnes porteuses du sida. Plusieurs personnes séropositives meurent aujourd'hui parce que certaines des maladies qui vont de pair avec le VIH ne sont pas soignées. Au sommaire également, persistance de bras de fer entre le bureau communal de Nyanzarake en province de Makamba et plus de 2/3 des conseillers communaux ayant décidé la destitution du bureau. Une session ordinaire qui avait été convoquée par le bureau suspendu a vu la participation de 8 conseillers seulement sur les 31 qui composent le conseil communal de Nyanzarake. Le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 24 décembre se penchera sur la détention de l'avocat et défenseur des droits humains Tony Germain Hina alors qu'il a été acquitté par la cour d'appel de Ngozi. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les associations qui s'occupent des personnes porteuses du sida s'inquiètent du manque d'équipement dans les centres de santé qui suivent les personnes séropositives partout au Burundi. Pour Deogracias Ndaitwaeko, chargé des programmes à la NSS, cette situation fait que plusieurs personnes qui portent ce virus meurent parce que certaines des maladies qui vont de pair avec le VIH ne sont pas traitées. Il demande au gouvernement de prendre en main cette question. Suivez plutôt Deogracias Ndaitwaeko, chargé des programmes au sein de la NSS. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une réalité d'autres maladies qui se greffent sur le VIH-Sida, notamment les hépatites virales, l'hépatite B, l'hépatite C, le cancer du col de l'utérus chez les femmes, mais également à certaines infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas couverts par le traitement disponible, qui ne sont pas couverts par les subventions permettre le diagnostic de ces traitements. Dans la majorité des structures de prise en charge qui s'élèvent à plus de 800 structures, ces examens ne sont pas systématiquement faits. Alors que nous supposons d'ailleurs que la plupart des décès pourraient provenir de ces infections qui se greffent ou qui sont de nature aussi à aggraver, précipiter la mort des gens qui étaient supposés vraiment être en bonne santé, parce que vous avez vu, la charge virale pour ces personnes est supprimée. Ces personnes ont les hépatites B, les hépatites C, les infections sexuellement transmissibles, le cancer du col de l'utérus. Alors nous demandons vraiment qu'un effort aujourd'hui et une attention particulière soit portée à ces maladies, que le diagnostic soit fait, pas seulement à la NSS, mais dans tous les sites de prise en charge, que le traitement soit disponible, parce que même si le diagnostic est fait, le traitement n'est pas disponible. Nous faisons un plaidoyer pour qu'effectivement une attention particulière soit portée par le pays, par les partenaires du Burundi, par les acteurs de la lutte contre le sida à ces maladies, pour que les personnes vivant avec le VIH-Sida aient une santé meilleure et vivent aussi longtemps que possible, parce que ces maladies réduisent l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous détenons cet élément sonore de Deogracias Ndaitwaeko de la radio Isanganiro. En page de gouvernance, le bras de fer persiste entre le bureau communal de Nyanzarake en province de Makamba et plus de 2/3 des conseillers communaux ayant décidé la décision du bureau. Alors que les membres du bureau communal n'ont pas encore accès aux télères de décision, des informations en provenance de Nyanzarake indiquent qu'une session ordinaire qui avait été convoquée pour ce samedi a vu la participation de 8 conseillers seulement sur les 31 qui composent le conseil communal de Nyanzarake. Le point avec Eloge Diveremesh. Sur l'invitation envoyée en date du 18 décembre 2022 par Prudence Kabura, qui occupe toujours le fauteuil du président du conseil communal de Nyanzarake, malgré sa destitution, il a été marqué qu'une session ordinaire du conseil communal se tienne ce samedi.
Mais jusqu'à midi, seuls 8 conseillers communaux, dont le président du conseil communal, son vice et l'administratrice communale Marie-Gorette Irangunda, étaient présents dans la salle de réunion, comme l'indique notre source. En tant qu'administratif d'ici à Nyanzalak, j'ai suivi ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur 31 conseillers communaux de Nyanzalak, seuls 8 ont répondu à l'invitation pour cette session ordinaire d'aujourd'hui. Le constat a été donc que le quorum n'était pas atteint et le bureau communal a décidé de reporter cette session pour le 31 décembre 2022. Pourtant, plusieurs jours avant la tenue de cette réunion, le responsable du parti CNDD-FDD en province Makamba avait essayé de corrompre les membres du conseil communal issus du parti au pouvoir en vue de les convaincre à revenir sur leurs décisions, mais ce fut peine perdue vu que ces derniers ont boycotté la session ordinaire d'aujourd'hui. Actuellement, certains habitants de Nyanzalak s'inquiètent de l'avenir de leur commune, d'où ils lancent encore une fois un cri d'alarme aux différentes institutions qui gouvernent le pays afin que ces dernières prennent en main cette question. Nous demandons que la décision de destituer le bureau communal soit effective, car il est clair que ce bureau communal ne fait rien pour le développement de notre commune et celui de la population. Par cette occasion, nous voulons encore une fois demander au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur d'entendre nos cris, car nous sommes vraiment fatigués de ce bras de fer. À titre de rappel, la destitution de tout le bureau communal de Nyanzalak, y compris l'administratrice Marie-Gorette Irangunda, avait été décidée en date du 2 décembre 2022 par 22 conseillers sur 31. Sur ces 31 conseillers que compte la commune de Nyanzalak, 22 sont issus du parti CNDD-FDD, 7 du CNL et 2 de l'UPRONA. Merci à toi, Elo. Je disais les méchants, l'ignorance des Burundais est à la base du rétrécissement du nombre de Burundais qui font assurer les animaux domestiques dans les sociétés d'assurance. Propos de Joseph Boutole, directeur de l'agence de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en abrégé. Ce dernier appelle aux Burundais de faire preuve d'intelligence et de faire assurer leurs biens dans les sociétés d'assurance. La densité d'assurance se caractérise par le rapport entre le chiffre d'affaires global sur la population burundaise. Alors si vous prenez les 75 milliards et quelques comme chiffre d'affaires pour 2021 et divisé par les 12,6 millions de Burundais, vous obtenez 6 000 et quelques. Et c'est ça le montant qu'a dépensé en moyenne un citoyen vivant sur ce Burundais en 2021. Les chiffres sont là, mais si on fait une sorte de comparaison et par rapport à 2020, on était à 5 000 à peu près. 2021, 6 000. Et en 2017, c'était 3 500. En l'espace de 5 ans, de 3 500 à 6 000 francs. Les calculs de pourcentage, vous verrez que l'amélioration, elle est lente, certes, mais elle est sûre. Et si on se compare aux résultats d'ailleurs, c'est vrai, beaucoup sont devant nous, mais si on continue avec le même rythme, avec le même engouement, je pense qu'il y a lieu d'atteindre les performances déjà atteintes par les autres et pourquoi pas les dépasser. Alors, le nombre d'assurés au Burundi, on n'est pas dans une logique d'impôt par tête, comme dans le temps dans notre pays. Il y a 8 produits d'assurance qui sont consignés comme assurance obligatoire dans le code d'assurance. Tous les autres produits d'assurance sont des produits qui sont vendus de façon volontaire, donc facultative. Tu prends quand tu es convaincu que tu veux, que tu peux, mais sinon rien ne t'y oblige. Sinon, on aimerait bien que toutes les maisons, ne fût-ce que dans les villes, donc aujourd'hui d'ailleurs, soit automatiquement assuré contre l'incendie au minimum. Mais on n'est pas encore là, c'est notre leçon en tout cas. On n'est pas encore là parce que la loi ne l'a pas encore prévu. Mais on espère que d'ici quelques années, on pourra y arriver. C'était Joseph Boutole, directeur de l'agence de régulation et de contrôle des assurances. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles en rapport avec l'économie. Certains habitants de la province de Gitega indiquent que les prix des matériaux de construction ont sensiblement grimpé ces derniers temps. Ces habitants précisent que les prix de certains produits ont doublé et sollicitent l'action du gouvernement. Le point avec Dani Claire et la Trombe. Certains habitants de capitale politique Gitega révèlent que les prix actuels de matériaux de construction ont grimpé de manière vertigineuse par rapport au début de l'année. Ces habitants précisent que les prix de matériaux utilisés pour la confection des vitres et de portes ont passé du simple au double. Les matériaux communément appelés profilés coûtent actuellement 60 000 francs bout, alors qu'il était à 30 000 francs bout. Pour les matériaux appelés HS, ils sont à 50 000 francs bout, alors que l'acheteur donnait avant entre 25 000 et 30 000 francs bout pour s'en procurer.
Les sources de la RPA à Gitega indiquent également qu'il existe d'autres matériaux de construction qui ont été revus à la hausse et dont le prix actuel avoisine presque 2 fois l'ancien prix. À titre illustratif, nos sources parlent des fers à béton appelés fers à béton numéro 10 qui se vendent aujourd'hui à 45 000 francs bout alors qu'il était à un prix compris entre 24 000 et 25 000 francs bout. Les fers à béton numéro 8 s'achètent actuellement à 22 000 francs bout alors qu'ils coûtaient avant 12 000 francs bout. Une somme estimée à 10 000 francs bout a été majorée sur le prix des vitres et certaines sortes de peintures, affirment toujours nos sources. Ici, il précise qu'une vitre de dimension appelée feuille 1 se vend à 120 000 francs bout alors qu'il était à 110 000 francs bout. Une boîte de peinture à huile de 4 litres est actuellement à 33 000 francs bout alors qu'elle coûtait avant un prix compris entre 20 000 et 25 000 francs bout. Le prix d'une boîte de peinture à l'eau a été majoré de 5 000 francs bout, passant de 15 000 francs bout à 20 000 francs bout. Cette hausse de prix se remarque aussi pour le ciment, surtout celui importé de l'extérieur du pays, qui est à 43 000 francs bout. Actuellement, soit une hausse comprise entre 11 000 et 12 000 francs bout par rapport à l'ancien prix. Quant au ciment produit par la Buseco, nos sources indiquent qu'il est devenu rare ces derniers jours et a été majoré de 500 francs bout par rapport au prix officiel, là où il est disponible. Mis à part cette hausse des prix de matériaux de construction en majorité importés, même les prix de ceux qui peuvent être trouvés localement ont été augmentés. Ici, nos sources nous ont donné l'exemple des prix de sable et de pierre majorés de 30 000 francs bout. Actuellement, une benne de pierre ou de sable se vend entre 90 000 francs et 100 000 francs bout, alors que le prix varie entre 60 000 et 70 000 francs bout. Les briques pleines se vendent à un prix variant entre 50 000 et 60 000 francs bout, alors que ces matériaux coûtaient avant entre 35 000 et 40 000 francs bout. Une autre hausse signalée concerne la main-d'œuvre. Les maçons qui autrefois étaient payés d'un salaire compris entre 7 000 et 8 000 francs bout exigent actuellement une rémunération de 10 000 francs bout, tandis que les aides-maçons qui étaient payés d'un salaire compris entre 2 500 et 3 000 francs bout demandent actuellement 4 000 francs bout. Sur cette hausse des prix de matériaux de construction, certains habitants de Gitega demandent au gouvernement de faire tout son possible pour réguler les prix. À ce propos, la RPA a téléphoné Onésime Nioukouli, porte-parole du ministre du Commerce, pour recueillir sa réaction, mais il s'est abstenu de tout commentaire après notre brève présentation. De Gitega capé sur Bujumbura pour parler du manque criant d'eau potable chez les habitants de la colline Massama en commune Kabezi. Depuis plus de 6 mois maintenant, la population de cette localité utilise l'eau de rivière ou alors l'eau de pluie. Les conséquences sont multiples, particulièrement sur les santé. Le point avec Eric Nozima. La pénurie d'eau sur la colline Massama date du mois d'août. Selon les habitants de cette colline, tous ces problèmes ont été causés par l'endommagement des tuyaux suite au glissement de la montagne. Dès lors, jusqu'à présent, trouver l'eau potable sur cette colline est devenu un casse-tête. Cet habitant fait savoir que la plupart utilisent l'eau des rivières. À Kabezi, sur la colline Massama, on avait de l'eau en provenance de la colline Mohororo. Cette eau était très utile pour la population, mais au mois de juin, la colline sur laquelle étaient installés les tuyaux qui faisaient parvenir l'eau à la population s'est effondrée et les tuyaux endommagés. Actuellement, il n'y a presque pas d'eau pour toute la population à Massama. Elle est obligée de faire de longues chaînes chez ceux qui en ont à domicile. Mais force est de constater que la plupart de fois, ils rentrent bredouilles. Certains se rabattent sur l'eau de rivière et d'autres eau de pluie. La population n'a pas vraiment d'eau et c'est la même chose pour l'école primaire et le lycée de cette localité. C'est comme ça partout. Puis encore, selon toujours la population de Massama dernièrement, des autorités locales leur ont indiqué que cela risque de prendre une année de plus qu'avant que la colline ne soit pas alimentée en eau potable. Une information qui n'a pas été bien accueillie par la population, du fait qu'elle trouve que les maladies liées au manque d'hygiène vont faire des dégâts à leurs enfants. Le plus étonnant est que les autorités viennent de nous dire que l'eau potable ne sera disponible qu'après au moins plus d'une année. Imaginez-vous, après une année, nos enfants vont attraper des maladies
maladie domestique, du fait qu'il n'est même pas possible de prendre des douches. La seule chance qu'il y a pour le moment est que nous sommes en pleine période pluvieuse. Peut-être que la plupart vont utiliser l'eau de pluie. Mais là aussi, c'est pas suffisant, car au mois de juin, il n'y aura pas de pluie. Donc, nous serons obligés, encore une fois, d'utiliser l'eau de rivière. Selon nos sources sur la colline Massama, depuis la détérioration des tuyaux, une contribution de 500 fois bondée par mois a été exigée pour chaque ménage dans le but de trouver la solution en achetant d'autres tuyaux. Mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Merci à toi, Eric Kenyonzima. Je vous le disais en titre, la joie est immense chez les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda. Depuis ce mardi, près d'une quarantaine de femmes de ce camp suivent une formation de métier. Cette formation va durer 6 mois et va permettre aux réfugiés d'avoir un métier qui les aidera pour subvenir aux besoins de leurs familles. Le point avec Lucien Mongue. Les formations de ces femmes burundaises des cas de réfugiés de Nakivale en Ouganda sont en train de suivre concernant le métier de couture. Ces femmes membres de l'association dénommée Compassion for Children and the Bible Study Ministry disent qu'elles sont très reconnaissantes envers les bienfaiteurs qui ont organisé cet atelier d'apprentissage spécialement pour elles. Nous remercions les bienfaiteurs qui nous ont donné du travail. Nous étions là sans rien à faire. Je les remercie beaucoup. Je n'ai même pas de mots pour exprimer ma gratitude. Cette femme souligne que son métier de couture leur sera très bénéfique étant donné qu'elle vivait dans de nombreuses conditions en exil sans aucun travail qui les aiderait à pouvoir aller les besoins quotidiens. Nous, les réfugiés, on n'avait pas de moyens financiers pour nous prendre en charge nous-mêmes à cause des mauvaises conditions de vie de l'exil. Nous vous remercions de nous avoir permis d'apprendre ce métier et cela va beaucoup nous aider car après avoir bien assimilé le métier de couture, on peut trouver du travail qui nous aidera à vivre décemment dans l'avenir. Ces Burundaises réfugiés au cas de Nakivale qui bénéficient de cet atelier de couture sont au nombre de 34. Ces formations, qu'elles ont débuté ce mardi, vont durer 6 mois. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mongere. Après une petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur la détention de l'avocat et défenseur des droits humains Tony Germain Hina alors qu'il a été acquitté par la cour d'appel d'Ongozi. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Malgré son acquittement par la cour d'appel de Ngozi, décision prise mardi 20 décembre 2022, Maître Tony Germain Hina est toujours en prison. Et pour cause, le ministère public a fait appel de pourvoi en cassation contre l'arrêt RPA 2884 rendu la veille par la cour d'appel de Ngozi. Dans de telles situations, que prévoit la loi? Le pourvoi en cassation peut-il annuler la décision initialement prise? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 24 décembre 2022 à la présentation Pierre Gahungu. Bienvenue. Après la bonne nouvelle de son acquittement, Hina s'attendait à être libéré de prison, mais le procureur n'a pas signé son ordre de libération. Selon les juristes, le refus des autorités du pays de le libérer est de ce fait illégal. La loi burundaise prévoit la libération immédiate de toute personne ayant été acquittée, indépendamment de la procédure d'appel. Suivez la lecture de Maître Gustave Nyonzima. Eu égard à la sérénité du ministère public de se pourvoir en cassation le lendemain de l'arrêt ayant libéré Maître Tony Hina, lequel a été rendu par la cour d'appel d'Ongozi, on en tire la conclusion pure et simple qu'il y a l'anguille sous roche dans cette fameuse affaire judiciaire par rapport à ce pourvoi que je qualifie de fantaisiste. Devant la cour d'appel, le siège autrement composé, Maître Tony Hina a eu gain de cause, puisqu'il a été acquitté. Mais cela n'a pas plu au ministère public, qui s'est précipité de se pourvoir promptement en cassation le lendemain de l'arrêt rendu, alors que même la loi prévoit le délai de 60 jours. C'est pour cette raison qu'on dit que ce pourvoi est très fantaisiste. S'il est vrai que l'article 50 de la loi sur la Cour suprême permet à ce que le ministère public
ou la partie adverse de se pourvoir pour la deuxième fois en cassation, on voit que ça n'a pas été du tout préparé par le ministère public afin d'analyser de fond en comble l'arrêt rendu afin de l'incriminer pour qu'il y ait la décision de se pourvoir en cassation. Mais de façon procédurale, les articles 131 alinéa 2 et alinéa 3, ainsi que l'article 159 et l'article 50 de la loi sur la Cour suprême, il peut y avoir deuxième cassation, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la cassation avec toutes les chambres réunies. Si ce pourvoi est rejeté, c'est-à-dire que Tony Nhina sera acquitté de façon définitive. Mais si la cassation réunie en toutes les chambres casse l'arrêt ayant libéré Maître Tony Nhina, il y aura ce qu'on appelle l'évocation juridique, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la chambre de cassation avec toutes les chambres réunies qui en connaîtra le fond de l'affaire. Maître Tony Germain Nhina a été arrêté le 13 octobre 2020 sur la colline Tondero, dans la commune de Kabarore, en province de Kayanza, alors qu'il rendait visite à un client, Apollinaire Ritimana, pour le conseiller dans un dossier foncier, dans le contexte de son travail d'avocat. Il a été détenu dans un premier temps à Kabarore, avant d'être emmené au service national des renseignements à Kayanza. Il est ensuite transféré au cachot de la police à Kayanza et le 16 octobre 2020, il est emprisonné à la prison de Ngozi. Un dossier a été ouvert au parquet de Kayanza et Maître Tony Germain Nhina a été accusé de collaboration avec les groupes rebelles. Le 15 juin 2021, le tribunal de grande instance de Kayanza l'a déclaré coupable d'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende d'1 million de francs burundais. Le 16 juillet 2021, Maître Nhina a interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Ngozi. Le 29 septembre 2021, cette Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance. L'avocat a fait recours à la Cour suprême. Le 6 décembre 2022, la Cour suprême a cassé le jugement et renvoyé le dossier à la Cour d'appel de Ngozi. Voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous étiez avec Pierre Garongou à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Pierre Garungu, merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Oledime de Chimagui. Bonne fête de Noël.